va dire. Donc, du coup, je pense que la plupart des gens, s'ils étaient présents la semaine dernière, te connaissent, mais si tu peux te présenter en 30 secondes, top chrono, et puis pour démarrer ensuite 30 mes secondes différentes chrono. questions. Je me présente Daniel Mercier, québécois, français, co-auteur du test Navette et président de l'entreprise Activité Lab qui trouve des solutions dans le domaine de l'activité physique pour la santé particulièrement. Et j'étais surtout un spécialiste de l'activité physique pour la performance, mais de plus en plus un spécialiste de l'activité physique pour la santé. J'attends tes questions. Yes. Première question, du coup, qui va plus servir d'introduction. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait un test de mesure de la capacité aérobie? Pourquoi tester ça, en fait? Il y a plusieurs réponses possibles. Pour se comparer à des normes, quand on parle de normes, c'est, par exemple, est-ce qu'on est mieux que la moyenne des gens, des hommes ou des femmes de notre âge? Par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle des normes. C'est pas ce qui est le plus intéressant, par contre. Le plus intéressant, c'est de se comparer à un critère. Parce que si on se compare, par exemple, à la norme en France, et si on est dans la moyenne des hommes de 60 ans en France, on ne sera pas en bonne santé et il y a des bonnes chances qu'on attrape une forme grave du coronavirus si on attrape le coronavirus, parce qu'on n'aura pas un bon capital santé. Donc, pour se comparer à un critère de santé, on en parlera un peu plus tout à l'heure, la proposition des maîtres santé. Avec François Carré, on a travaillé sur une proposition de quel devrait être le minimum requis, le minimum pour éviter la plupart des maladies métaboliques et sans doute les formes graves du coronavirus, entre autres, hein, parce que c'est la mode. Puis nous, on a mis ça en lien aussi avec les METS en fonction des limitations. Puis ça peut être aussi, pour ce critère, comparer un critère de performance. Qu'est-ce que ça prend en termes de METS pour réaliser une performance, peu importe, dépendant des sports et dépendant des niveaux requis. Donc, on pourrait le faire pour tout ça. Également, pourquoi évaluer? Pour se comparer à soi-même, est-ce qu'il y a eu une évolution? On s'évalue à un moment donné, on s'évalue à un autre moment donné. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Si ça te permet aussi, s'il y a pas eu, ça te permet de vérifier aussi, ça j'ai fait beaucoup de tests avec Luc Léger, où est-ce qu'on voulait voir si le test léger-bouché puis le test navette était fidèle. Donc, moi j'étais le cobaye principal, hein, donc je faisais un test, 2 jours après je faisais un autre test, 2 jours après je faisais un autre test, pour voir j'avais toujours le même résultat. 2 jours c'est minimum, hein, parce que si vous le faites 2 fois dans la même journée, vous n'avez pas le temps de récupérer, 2 fois en 24 heures, c'est pas très agréable. Pour voir l'efficacité de l'intervention d'un professionnel. Si, par exemple, vous faites un test avant, vous faites un test après, peu importe ce que vous faites comme intervention, est-ce que l'intervention du professionnel qui dépend du contenu et également de la qualité de l'intervention elle-même, si ça donne peu de résultats ou beaucoup de résultats, vous allez pouvoir mesurer l'efficacité de l'intervention. Donc, ça vaut la peine de faire ça. Ok. Et idéalement, comment est-ce que tu vas la mesurer le plus précisément possible, cette VO2 max? Bon, la VO2 max, comme telle, la VO2 max, c'est la quantité d'oxygène qu'on peut consommer de façon maximale. Le test, c'est ce qu'on appelle un test direct. Ça peut durer 20 minutes, 30 minutes, etc. Mais c'est un test, on peut faire un test à l'effort sur n'importe quoi, dans le fond, mais classiquement, on le fait beaucoup plus souvent sur un tapis roulant ou un vélo, avec une mesure directe de la VO2 max. Dans les faits, il y a 20,93 % d'oxygène dans l'air. Lorsqu'on expire de l'air, il y a moins d'oxygène. En mesurant le volume et en mesurant la quantité d'oxygène, le pourcentage d'oxygène dans l'air expiré, et d'autres calculs, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, on peut savoir notre consommation d'oxygène. Le coefficient de corrélation avec la réalité, c'est ça la réalité. Donc, le coefficient avec la réalité, c'est parfait. Par contre, il y a un petit souci, c'est quand on dit le coefficient de corrélation, c'est 1,0, la consommation d'oxygène, c'est ça. Par contre, ceci est long, coûteux, difficilement accessible à tous et sous la forme où est-ce qu'on l'utilise la plupart du temps, c'est un test maximal. Donc, ce n'est pas toujours adéquat. Et évidemment, si on le fait, si c'est requis dans un cadre médical, ça va être remboursé. Mais dans les faits, le remboursement, ça vaut entre 150 et 250 €, en moyenne environ 200 €. Donc, dans les faits, c'est comme
les tests PCR actuellement ou les vaccins sont gratuits, mais ce n'est pas gratuit dans les faits. Ça non plus, ce n'est pas gratuit. Donc, du coup, si je comprends bien, du coup, pour toi, c'est pas nécessaire, enfin, c'est pas absolument nécessaire de faire ce test-là. Et du coup, c'est pas nécessaire du coup d'avoir une prise directe. Et là, je vois dans ta diapo que tu notais que c'était que c'était maximal. Donc, toi, d'après toi, c'est pas nécessaire d'une part de faire une prise en direct pour tout le monde, en tout cas. Et du coup, c'est pas non plus nécessaire de faire un effort max. C'est ça que. Le problème de l'effort max, c'est que ce n'est pas agréable nécessairement. Et, euh, et ça arrive très rarement, ça arrive extrêmement rarement, surtout que c'est encadré par des professionnels de santé, médecins, infirmières. Et si jamais il y a un souci, ben, on peut être animé. Mais souvent, on le fait pour des personnes, si on le fait pour des malades, pour des patients, ben, ils ne sont pas habitués de faire des efforts max. Donc, ça peut être un peu dangereux pour eux. Et je connais deux personnes qui sont mortes suite à un test à l'effort. Ben, deux personnes, une personne que je ne connais pas personnellement, mais qui en 1977, René Goscinny, est mort sur un test à l'effort. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, René Goscinny, c'est le premier auteur d'Astérix. C'était l'auteur et le dessinateur, c'était Uderzo. Puis par la suite, par la suite, les livres étaient un peu moins bons. Et mon oncle est mort suite à un test à l'effort aussi, dans les années 90. Donc, moi, ça m'a touché un petit peu et je trouve que c'est mieux de. Puis j'ai posé la question à François Carré, cardiologue, que vous connaissez sûrement, qui m'a dit que ce n'était pas absolument nécessaire de faire des tests maximaux pour faire l'exploration qui était nécessaire pour la médecine. Et si on peut éviter des dangers et parfois des morts, ben, je pense que c'est mieux. Donc, à mon avis, ce n'est pas absolument nécessaire. Et si vous avez vu quelles étaient les raisons pour lesquelles on fait les tests. Et dans ce cadre-là, si on veut s'en servir pour comparer avant-après, si on veut faire de la prescription, ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir ça. C'est intéressant, mais ce n'est pas absolument nécessaire et c'est surtout que c'est très cher. Et c'est pour ce que ça coûte, on n'a pas toutes les informations nécessaires pour faire la suite. Et avec des tests indirects, c'est-à-dire où est-ce qu'on ne mesure pas vraiment la consommation d'oxygène, où est-ce qu'on mesure dans les faits la puissance développée ou la vitesse de la pente ou des choses comme ça, il y a des équivalents qui sont relativement justes et qui sont plus intéressants lorsqu'on veut parler par la suite de prescription. Ok. Et du coup, donc là, c'est le top du top, si je comprends bien, pour dire avec des mots triviaux. Si, du coup, est-ce qu'il y a d'autres manières plus terrain qui peuvent être utilisées pour. Alors, du coup, je comprends bien que ce sera moins précis, mais est-ce qu'on a les moyens d'avoir d'autres choses que ça? Je connais la réponse, j'imagine que oui, parce que je connais déjà des tests de terrain, mais est-ce que lesquels? Oui, mais en passant, il ne faut pas dire précis. Précis, ça veut dire la précision, ça veut dire, le test me donne, par exemple, si on parle en mètres, parce qu'on a parlé en mètres la semaine dernière, 10,232 mètres. Ça, c'est la précision. L'exactitude, c'est autre chose. Est-ce que c'est un test exact? Est-ce que c'est un test valide? J'aime mieux dire ça que précis, parce que précis, ça veut juste dire la précision de la mesure, ça ne veut pas dire l'exactitude de la mesure. Donc, évidemment, ça, c'est le plus exact, mais le plus simple, puis c'est loin d'être parfait, il y a une relation avec certaines activités du quotidien, comme la montée d'escalier. Si vous montez, mais ce n'est pas très précis, hein? C'est pas très précis. Dans ce cas-ci, précis et exact. Ce n'est pas très précis et ni exact. Mais ça vous donne une petite idée. Si vous montez normalement des escaliers, ça vous coûte environ, ça coûte environ 8 mètres. Si c'est impossible de monter un étage d'escalier sans s'arrêter, sans doute vous avez 3 mètres à 5 mètres. Si vous trouvez ça essoufflant, c'est sans doute 6 à 8 mètres. Si c'est un effort facile, vous en avez sans doute au-dessus de 9 mètres. Mais on ne peut pas distinguer entre une personne qui aurait 12 ou 13 mètres ou 20 mètres, par exemple. Mais ça donne une petite idée. Et sans doute qu'il y aura une corrélation de 0,5 pour les personnes qui ont 8 mètres, c'est moins. Mais pour les personnes qui ont 13, 14, 15 mètres, ce serait moins bien. Donc, ça, c'est quelque chose de simple. Ce n'est même pas un test. C'est juste une activité qui nous permet de mesurer. Pour ceux qui sont un peu plus en forme, par exemple, la course à pied, il y a une relation entre les mètres et la performance en course à pied. Par exemple, si vous avez. Mais évidemment, ce n'est pas très bon pour les personnes qui ont 2, 3, 4 ou 5 mètres. Mais pour les personnes qui ont 10 mètres et plus, ça donne une certaine idée. Par exemple, si vous êtes capable de faire 35 minutes sur un 10 km, c'est sans doute que vous avez environ 20 mètres de capacité aérobie. Et si vous avez 10 mètres, si vous faites 1h18 sur un 10 km, vous avez sans doute à peu près 10 mètres. Ça donne une petite idée. En passant encore une fois, Robin va vous envoyer
le PowerPoint suite les différentes diapos suite à la Ouais. présentation. Je vous enverrai tout ça. D'ailleurs, si vous avez des questions en cours, c'est comme les autres fois et comme toujours, ce sera poser des questions dans la partie questions-réponses. Comme ça, je les vois et puis je les pose directement à Daniel. Comme ça sera vraiment interactif. Juste, du coup, moi, ça me fait vraiment dire, du coup, déjà là, en fait, toi, juste avec qui sont même pas des tests, c'est juste utiliser des activités du quotidien, des activités sportives. Déjà là, on a des moyens enfin, en fonction du profil de la personne, qu'elle est, du coup, si je comprends bien, moins de 8 mètres, on va plutôt choisir une partie ou des activités quotidiennes comme les escaliers. Et si elle a plus de 10 mètres, déjà d'orienter vers un type de test, même si ce n'est pas vraiment un test, c'est plutôt Non, c'est une même pas. équivalence. Une équivalence. C'est une équivalence. Ça donne une petite idée de où est-ce que la personne est. Parce que des fois, on n'a pas nécessairement le temps de faire des tests, mais on peut, juste à partir d'activités, avoir une estimation. Puis d'ailleurs, si vous parlez d'estimation, il y a Benoît Huet qui est un étudiant de Luc Léger il y a très longtemps, là, que j'ai croisé, et qui avait fait un questionnaire qui avait été validé. Vous avez les questions qui sont là. Et, mais il y avait 10 questions. Puis après ça, moi, j'ai modifié à 6 questions, plus des questions subsidiaires. Et si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir sur metsup.com. Et, ben, ça dure 3 minutes et ça te fait un estimé. Et le coefficient de corrélation est de l'ordre de 0,6. Ce n'est pas parfait, mais ça nous permet de faire un estimé. Parce que déjà, ça peut être pratique de faire des choses comme ça. Des tests, est-ce qu'il y a d'autres tests qui existent? Oui, puis on va en parler. Il y a le TDM6. Moi, j'ai dit pourquoi ce n'est pas adéquat. J'ai déjà dit, je donne mon opinion, mais c'est seulement mon opinion. Je vais, Ça le allait être ma question, hein. Ça allait être ma question suivante. J'ai eu beaucoup de questions, que ce soit par mail ou sur le compte Facebook. J'ai eu beaucoup de questions. Test de marche 6 minutes. Quel pourquoi avis? ce n'est pas adéquat? J'aurais dû dire pourquoi ce n'est pas toujours adéquat. Si le Ruffier-Dixon, l'Astran Reming, le Physi-test canadien, pour le Ruffier-Dixon, si vous ne reconnaissez pas c'est lequel, c'est celui que vous faites en cabinet médical, où est-ce que vous faites des flexions, puis vous arrêtez un peu, vous regardez votre fréquence cardiaque, je ne me rappelle plus c'est quoi le protocole exact. Il était complètement inconnu au Québec, moi je n'en avais jamais entendu parler. Mais ici, ça se faisait, je ne sais pas si ça se fait encore. C'est basé sur les fréquences cardiaques et la baisse des fréquences cardiaques entre deux efforts, si je me rappelle bien. Mais j'ai fait faire un test qui est beaucoup plus un test de VMA à tous mes étudiants, 250 étudiants à l'université à Valence, et j'ai fait faire le Ruffier-Dixon à tout le monde. Et le coefficient de corrélation, était de l'ordre de 0,6. Donc, c'est comme un questionnaire. Astran Reming, si vous ne connaissez pas, et Physi-test canadien, si vous ne connaissez pas, c'est des tests qui sont basés sur la fréquence cardiaque. Et lorsque c'est basé sur la fréquence cardiaque, ça donne en général à peu près la même chose que pour le questionnaire, c'est-à-dire environ 0,6, c'est-à-dire c'est pas mal, mais moi, à ce niveau-là, j'aime autant faire un questionnaire, ça demande moins d'énergie. Et moins d'énergie que de faire des tests basés sur la fréquence cardiaque. Le problème des tests basés sur la fréquence cardiaque, c'est que, souvent, c'est basé sur 220 moins large ou une autre formule pour déterminer, on fait des tests sous maximaux, c'est souvent sous maximaux. Et par la suite, on estime, par exemple, que si la personne a 40 ans, ben 220 moins l'âge, ça fait 180. Donc, on fait une estimation jusqu'à 180 de fréquence cardiaque. Sauf qu'il y a deux problèmes. Un, est-ce qu'en moyenne, 220 moins l'âge, c'est relativement bon pour estimer la fréquence cardiaque? Oui, pour la population, mais pas pour chacun des individus. Moi, je connais deux individus qui étaient dans la quarantaine et qui étaient deux frères en plus. Un avait 165, 164, 165 de fréquence cardiaque maximale et son frère avait 237 à 40 ans. Donc, normalement, ils auraient dû avoir 180. Donc, si on fait des estimés à partir de ça, que ce soit avec le Ruffier-Dixon, l'Astran Reming, le Physi-test canadien ou tout autre test basé sur les fréquences cardiaques, ben, on va se tromper beaucoup, puis on a des coefficients de corrélation qui ressemblent à celui d'un questionnaire. En ce qui concerne le TDM6, s'il n'y a pas trop de problèmes, un des problèmes, puis bon, ma maman a 90 ans maintenant, puis elle est capable de s'exprimer sur un tapis roulant avec pente parce qu'elle va moins vite, jusqu'à 4 km/h, mais elle peut aller jusqu'à des fois 10-12 % de pente lorsqu'elle a des. Non, de ce temps-ci, c'est plutôt 7-8 % de pente lorsqu'elle fait du fractionné. Mais elle ne peut pas aller très vite parce qu'elle a des problèmes de scoliose, elle a des problèmes de. Des problèmes. Elle peut faire un effort, mais pas très rapide en marche sur le plat. Elle ne peut pas aller à 5-6 km/h, mais par contre, elle était capable d'aller à 4 km/h et 7 % de pente. Donc, et 4 km/h et 7 % de pente, ça vaut plus que les 5-6 km/h.
Donc, un des problèmes, c'est s'il n'y a pas de problème de rendement mécanique, il n'y a pas de problème articulaire qui nuise à la marche, ça peut être un bon test. Si les personnes, un autre problème aussi, c'est si les personnes ont plus que 8 9, plus de 8 mètres en tout cas, ben et à moins qu'ils soient des marcheurs de compétition, ben, la plupart du temps, ils ne feront pas beaucoup plus que quelqu'un qui a 6-7 mètres parce que c'est difficile d'aller à plus que 6-7 km/h en marchant. Donc, pour les personnes qui ont 8 mètres et moins et qui n'ont pas de problème articulaire, ça semble être, ça peut être un test qui n'est pas si mal, sauf que ça représente juste une petite partie de la population. Il y a également, pour le moment du moins, il n'y a pas de facilité à partir du TDM6 de faire la prescription d'entraînement. Donc, c'est pour ça que c'est relativement facile à mettre en place. Par contre, il y a ces petits défauts que je viens de mentionner. L'autre chose aussi, et si on parle de cette population-là qui a souvent 6-7 mètres et moins, mais beaucoup de personnes ont de la difficulté à faire un effort soutenu de 6 minutes. Parce que là, il faut déjà, pour faire le meilleur test possible, pour qu'il soit valide, ben, il faut presque savoir à quelle vitesse on va marcher pendant les 6 minutes, ce qui n'est pas toujours facile pour des gens pas habitués. Et puis souvent, faire des efforts continus de 6 minutes pour des personnes pas très en forme, ce n'est pas toujours évident. Donc, pour moi, ça c'est qualité, mais, mais ça a ses défauts. L'ensemble de ces tests-là, même si vous ne les connaissez pas tous, sont très bien pour comparer entre avant et après. Parce que si vous vous êtes amélioré, ce qui va se passer, c'est que les fréquences cardiaques, par exemple, pour ceux qui sont basés sur la fréquence cardiaque va descendre. Donc, ça va être très intéressant de ce côté-là. Ok, du coup… Je vais juste parler de ça ici. Là. Pardon, vas-y, je te laisse. Ben, le test navette ou Léger-Mercier, parce que c'est Luc Léger et moi-même qui l'avons validé. Ben, ce n'est pas… pour les enfants, les collégiens et les lycéens, ça m'apparaît d'un excellent test parce que c'est facile à mettre en place et je ne viendrai pas le critiquer. Par contre, on s'en sert beaucoup en France pour l'évaluation des pompiers, des sapeurs-pompiers. Lorsqu'ils sont jeunes, c'est pas mal, mais lorsqu'ils sont plus âgés, il vaudrait mieux, à un moment donné, où est-ce qu'il y a des problèmes articulaires, ce n'est pas nécessairement encore une bonne idée parce que c'est difficile beaucoup pour les genoux. Parce que c'est un test max, c'est traumatisant et ce n'est pas adapté aux qualités de chacun. Par contre, dans le cadre d'un projet, je ne sais pas si vous en avez parlé il y a 2 semaines, mais on fait un projet de recherche en collaboration avec la Fédération française de cardiologie et on va utiliser le test navette parce que c'est un excellent test, mais c'est pour l'évaluation des collégiens. Pour les collégiens, c'est un test qui est parfait à mon avis. Ok, donc du coup, sur le test de marche 6 minutes, moi, je veux revenir dessus parce que j'ai eu vraiment, j'ai quasiment que des questions là-dessus. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup en APA. Du coup, j'ai bien compris que quand il y avait des limitations à la marche, on va dire plutôt techniques, ce n'était pas forcément pour toi valide parce que du coup, elles étaient limitées et qu'elles n'arrivaient pas à atteindre des consommations d'oxygène assez élevées, si je ne me trompe pas, c'est ça? Et que… Souvent, on ne le mesure pas, mais dans les faits, ce serait ça. Par contre, si on peut-être, mais chacun est capable de s'exprimer, un sur le vélo, l'autre sur le tapis roulant avec pente, l'autre sur un… Puis il va y avoir des questions là-dessus également, mais ceux qui ne peuvent pas, moi, j'en parlerai plus tard pour d'autres problématiques. Pour certains, dépendant de ce qu'on a à disposition et dépendant de ce qu'on est capable de faire, avec ma maman, il y a quelques années, à 75 ans, elle avait commencé à s'entraîner. Puis ce qu'on avait fait, c'est qu'on est allé, comme on dit au Québec, magasiner pour voir qu'est-ce qui… Puis on avait essayé chacun des appareils. Puis le vélo, elle avait été opérée des genoux. Puis lorsqu'on est à vélo, on fait pas une grande hyperflexion, mais quand même une flexion. Et comme elle avait été opérée des genoux, ça ne va pas. Mais tandis qu'à la marche sur tapis, ben, il n'y avait pas ce problème-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a bientôt 16 ans maintenant, elle a acheté un tapis roulant. Puis elle continue à s'entraîner sur ce même tapis roulant-là. Et il n'y a pas le problème il n'y a pas le problème de l'hyperflexion. Donc, puis on avait essayé l'elliptique, ça ne lui plaisait pas. On avait essayé le rameur, ça ne lui plaisait pas. Donc, on a choisi, parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que il va falloir que souvent les personnes vont s'en servir ou dans une salle d'entraînement ou à la maison ou peu importe, dans une salle, dans une maison sport santé, quand les maisons sport santé seront bien équipées. Bon, mais il faut trouver ce qui plaît à la personne, où est-ce que la personne se sent à l'aise, puis
pas seulement se sentir à l'aise, mais avoir du plaisir à faire cet exercice-là. Dans le cas de ma maman, ben, je pense qu'on ne s'était pas trompé parce que 16 ans après, elle continue à s'entraîner 2 fois par semaine à 90 ans. Ok, Daniel, je te presse un peu parce que du coup, le temps 53. avance. Oui, mais il nous reste 2 diapositives. Moi, j'ai fini presque, hein. Ok, je ne sais pas si tu as d'autres choses à te présenter. Moi, j'avais vraiment des questions très concrètes de Je, certaines je personnes. présente ici tout simplement, puis vous le verrez, les critères sur les maîtres santé, mais je vous le laisserai à disposition. Et la dernière des choses, ben, en ce qui me concerne moi, le test idéal, c'est un test qui s'adapte à chacune des personnes. C'est des tests idéaux peut-être, ou un système idéal qui s'adapte à l'équipement disponible, qui peut être sous-maximal ou sous-maximal, qui a une durée relativement courte. Puis si c'est possible, si c'est connecté, ça me paraît bien. Puis pour moi, tu vois, là, en 21 minutes ou en 20 minutes, j'ai fini. C'est pas mal là aujourd'hui, là. Pas mal. Je vais répondre aux questions. Yes. Du coup, et s'il y a d'autres questions là en live, en direct, posez-les tout de suite dans le question-réponse. J'en ai reçu pas mal, donc j'en ai quelques-unes à voir et il y en a deux qui se rejoignent, qui se rejoignent. Il y a une personne qui m'a demandé un peu d'avoir ton avis, des retours sur, donc tu en as parlé un petit peu des tests qui utilisent la fréquence cardiaque. Et du coup, ceux qui disent, voilà, échelle de Borg, fréquence cardiaque et une incrémentation de la charge, donc progressive enfin, de la puissance. Qu'est-ce que tu en penses? Et notamment, je sais que tu en as un petit peu parlé du coup de la fréquence cardiaque très précisément. Ton avis là-dessus, quoi. Moi, il me semble que je l'ai donné tout à l'heure. Le problème de l'ensemble de ces tests-là, puis il en existe beaucoup, hein, le problème, c'est que c'est basé sur 220 moins l'âge ou une formule équivalente. Et là, je vais vous faire un graphique dans l'air, là, mais on fait un test où 1 ou 2 paliers sous-maximaux, ou des fois un peu plus. Puis souvent, avec ces tests-là, c'est qu'on fait une ligne droite qui va jusqu'à la fréquence cardiaque prévue pour cette personne-là à cet âge-là. Le problème, c'est que, ben, la fréquence cardiaque prévue à cet âge-là varie, à un âge donné, varie beaucoup d'une personne à l'autre. Et un deuxième phénomène que moi j'ai observé parce que j'ai fait des milliers de courbes, c'est que la relation entre la fréquence cardiaque et l'intensité, la plupart du temps, ce n'est pas linéaire, c'est curvilinéaire. Mais ce n'est pas toujours la même forme pour tous. Donc, l'ensemble de ces choses-là font que ben, de façon générale, avec les tests qui se fient à la fréquence cardiaque, lors d'efforts sous-maximaux 1 ou 2 paliers ou plus de paliers, ben, ça donne un coefficient de corrélation qui est de l'ordre de 0,5-0,7. Donc, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas mieux qu'un questionnaire. Ça marche. Et du coup, pour toi, si ces relations-là, elles ne sont pas linéaires et ça ne permet pas vraiment d'être très exact et pas précis, très exact, qu'est-ce qu'il faut du coup utiliser? Enfin, qu'est-ce qu'on utilise si on n'utilise pas la fréquence cardiaque? Ben, il faut utiliser des… Mais là, je vais être obligé… parce que l'objectif, il faut comprendre que lors de des webinaires, c'est de donner des connaissances générales et non pas des connaissances… Puis nous, on n'est pas là pour vendre ce qu'on fait. Ben, dans le cadre de ce que nous faisons, nous, les tests EVAL-DM, on ne se fie pas à la fréquence cardiaque, mais lorsqu'on fait des tests maximaux, ben, on va jusqu'au maximum, mais si on est avec des patients, et c'est mieux de faire ou des personnes qui sont un peu plus fragiles, il vaut mieux pas faire des tests maximaux. Fait qu'à ce moment-là, on finit le test et on va jusqu'à un effort sous-maximal, puis à partir de quel type d'effort sous-maximal, on leur demande si l'effort était très difficile, euh, moyen, difficile, très difficile. Et à partir du résultat où est-ce qu'ils s'est rendu plus la subjectivité de leur réponse, on a un résultat. Et le coefficient de corrélation, du moins de ce qu'on a observé, attention, on va faire une étude plus précise. Là, ce n'est pas encore un article scientifique, mais l'article scientifique, on va y travailler cet été. Mais l'observation sur quand même 2000 tests qu'on avait fait, c'est que le coefficient de corrélation est de l'ordre de 0,8, même en faisant un test sous-maximal, mais basé sur l'effort subjectif plutôt que basé sur la fréquence cardiaque. Donc, l'effort subjectif semble être plus, savoir à quel niveau on s'est rendu en termes de puissance développée sur un vélo, ou de vitesse pente sur un tapis roulant, ou de cadence hauteur sur un step, ben, nous permettent d'avoir un résultat qui est bien meilleur que si on fait des tests maximaux basés sur la fréquence cardiaque. Ok.
je comprends bien ce que tu me dis là. Mais je pense que j'ai envie de savoir, c'est OK, le TDM6, ça ne semble pas parfait pour prescrire, etc. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont des limites. Et c'est vrai que moi, quand j'en discute autour de moi, il y a plein de gens qui sont pas forcément satisfaits du test, mais aussi, je pense que s'ils l'utilisent, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions actuelles. Euh, Est-ce que, il y a des tests que toi, enfin, que tu connais? Est-ce qu'il y a des choses qui sont existantes et des relations entre ce qui est fait sur vélo? Là, on parlait du step du test sur vélo, alors je ne me rappelle plus du nom. C'était ce maximal cycle ergomètre, test à 4 paliers. Est-ce que du coup, il y a des relations avec, par exemple, pour les personnes qui feraient du vélo à bras? Ah, pour le vélo à bras, Tapis rameur, enfin vélo à bras rameur surtout. rameur, ce qui est intéressant, c'est, évidemment, il y a pour le rameur, le vélo, un peu moins l'elliptique parce que c'est plus récent, il y a des mesures, puis c'est la même chose pour le tapis roulant, il existe des équivalences entre vitesse-pente en ce qui concerne le tapis roulant, watts pour le rameur ou pour le vélo, même si ce n'est pas la même relation, parce qu'il y a des plus grandes masses musculaires impliquées pour le vélo. On développe plus de watts en vélo qu'en rameur, de façon générale. Et donc, entre les watts par kilo et la consommation maximale d'oxygène en mètres, il y a des relations et à partir de ça, on peut déterminer, lorsqu'on se rend jusqu'à tant de watts ou telle vitesse pente, on peut déterminer effectivement le nombre de mètres. Mais là, c'est des formules qui existent déjà et qui sont disponibles si vous cherchez un peu, vous allez les trouver. Mais euh, évidemment, nous, on a fait le travail. Nous, on a fait le travail avec EvalDM, où est-ce que tout ça est. On peut faire le test, puis après ça, on a directement la mesure à partir des mesures des watts, de la cadence hauteur ou de la vitesse de pente sur un tapis roulant. Et pour répondre à la question sur le vélo à bras, j'ai pas vu d'article qui précisait. J'ai lu et j'ai expérimenté. Ce qui était intéressant sur les consommations d'oxygène atteinte, puis etc. Mais parce qu'il y a des masses musculaires impliquées qui sont beaucoup plus petites. Donc, mais j'ai trouvé une façon de faire qui n'est pas validée encore, qui permet d'évaluer et d'entraîner sur les vélos à bras. Ce que je faisais, c'est qu'évidemment, comme les masses musculaires impliquées sont beaucoup plus petites, il y a une façon de faire pour. C'est comme si on considérait, par exemple, si la personne fait 80 kg, mais on considère qu'elle fait 40 kg, ça nous donne des watts par kilo et ça donne à peu près l'équivalent en mètres. Ça nous a donné des choses intéressantes et moi-même et une personne qui souffre de sclérose en plaques s'est entraînée avec le système et ça a très bien marché. Très, très, très bien marché. Donc, c'est possible d'utiliser parce que même pour les personnes qui ne peuvent pas se servir de leurs jambes pour toutes sortes de façons, parce qu'ils sont en chaise roulante ou parce qu'ils ont la sclérose en plaques, cette femme-là avait la sclérose en plaques, déjà marcher, c'était extrêmement difficile. Elle pouvait marcher un petit peu, mais à peine. Donc, la seule façon de pouvoir s'entraîner qu'on avait trouvé, c'était l'évaluation et l'entraînement sur vélo à bras. OK. Bon, on est à peu près dans le timing des 30 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas eu d'autres questions là dans les questions-réponses. Est-ce qu'il y a besoin de précision, d'autres choses? Moi, les autres questions que j'avais, je vais retrouver ça. Je pense que c'était à peu près autour de ça. En attendant, je vous laisse les poser dans les questions-réponses s'il y en a. Je vais les noter de côté. Donc, c'était surtout voilà, pour quelle alternative, aussi pour l'aspect vélo à bras. Tu avais une question aussi sur comment est-ce qu'on peut inventer son propre test? Oui, ça, c'était ma question à moi, ça. Ça, c'était ma question à moi, Daniel. Est-ce qu'on peut inventer son propre test? Comment on peut faire, même si ce n'est pas validé? Je crois que tu me l'as déjà dit, à plein de reprises. Il vaut mieux parfois inventer son propre test plutôt que d'utiliser des tests qui ne vont pas nous servir à grand-chose. Voilà, du coup, tiens, voilà, ça, c'est ma question. C'était la question de personne, mais c'est la mienne. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai fait EvalDM, c'est parce que rien ne me satisfaisait. Le test, par exemple, moi, les deux tests sur lesquels j'ai le plus travaillé, j'étais le cobaye principal du test de piste de l'Université de Montréal, où le premier test que je considère un peu plus intelligent, là, qui est carrément test, ça commence à 8 km/h en course à pied, puis ça augmente de 1 km/h en course à pied à toutes les 2 minutes.
par la suite, les VAM-EVAL et compagnie, c'est des variations de ce test-là. Moi, j'étais le principal cobaye et c'est moi qui ai fait tous les calculs pour ce test-là. Après ça, il y a eu le test navette ou le test qu'on appelle souvent Luc Léger. Mais ils étaient toujours maximaux et ils étaient tout seulement, par exemple, dans ce cas-ci, ben, c'était un test en course à pied. Puis dans le deuxième cas, c'était un test en course à pied aller-retour. Donc, qu'est-ce qu'on fait des vélos? Qu'est-ce qu'on fait des rameurs? Qu'est-ce qu'on fait de l'elliptique? Qu'est-ce qu'on fait des marches d'escalier ou des steps? Qu'est-ce qu'on fait des tests sous-maximaux ou maximaux? Qu'est-ce qu'on fait des tests continus ou discontinus? Etc., etc., etc. Donc, moi, je voulais arriver à des solutions qui permettraient de… Ben, je ne dis pas que c'est idéal ce qu'on a fait, mais je pense qu'on tend un peu plus à l'idéal, qui s'adapte à chacune des personnes, à l'équipement disponible, qui peut être sous-maximal ou maximal, qui peut être une durée courte. Même, on a fait une durée plus courte. On a été approché par le Musée national du sport et Stéphane Diagana pour faire un nouveau protocole qui n'est pas encore validé, mais qu'on va valider bientôt, ce qui fait 45 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Et en général, ça dure 4 ou 5 paliers. Et ça va être sur le parcours visiteur au Musée national du sport à partir du mois d'août ou septembre. Et ben, ça fait une durée courte, ça fait que ça dure 4 à 5 minutes 4 à 5 minutes en moyenne, donc c'est beaucoup plus court. Donc, comment faire un test IED? Puis si on connaît la consommation d'oxygène pour un effort donné, ben, on peut construire son propre test. Si à la limite, il y a quelqu'un, par exemple, qui sait qu'à la danse, en faisant tel mouvement, à telle vitesse, à telle cadence, on a telle consommation d'oxygène, mais pour ça, il faut savoir la consommation d'oxygène, donc il faut faire des expérimentations. Mais on pourrait faire un test, il n'y a rien qui nous empêcherait de faire un test à la danse. Il y a eu une modification du test navette, je ne sais pas s'il a été validé, mais je sais que ça a été fait. À la place de faire 20 mètres comme ça, il faisait 15 mètres et c'était pour le judo, donc il y avait une personne qui était en statique et il fallait faire un mouvement, 15 mètres, un mouvement, 15 mètres, un mouvement de judo là, à chaque fois. Donc, c'était ce qui… Bon, si c'est validé, ben, pourquoi pas? Hein? À la place de courir 20 mètres à telle vitesse, tu cours 15 mètres dans le même temps et tu fais un mouvement de judo. Donc, peut-être que ce serait un test plus adapté pour ceux pour les judokas. Pourquoi pas? Ok. Bon, il n'y a pas eu d'autres questions. Je pense que c'était surtout autour du test de marche 6 minutes. S'il y en a d'autres, c'est toujours pareil, des questions. Je l'ai précisé à une des personnes qui avait beaucoup de questions très précises. Si on ne répond pas à tout parce que c'est court, 30 minutes, et qu'il faut répondre un peu à tout le monde, et essayer de ne pas trop rentrer dans le détail pour ne pas perdre tout le monde non plus, on essaiera d'y répondre par mail si vous avez des questions plus précises, soit sur le groupe Facebook, soit par mail. Juste là, je vais prendre une minute pour le sujet de la semaine prochaine. On va exceptionnellement le rapprocher d'une semaine. Voilà. On va le faire dès jeudi prochain pour retomber sur un jeudi sur deux, un jeudi sur deux après. Donc, j'ai mis un sondage. Hop. Quel sujet pour le prochain webinaire? Donc, plutôt un sujet plutôt par rapport à la prescription des intensités quand on a une valeur de VO2 max, de METS. Plutôt une partie sur les essentiels, c'est-à-dire reprendre un peu toutes ces formules qu'on est censé avoir appris à la fac et qu'on a appris à la fac, je pense. En tout cas, à Grenoble, on les a apprises. Ces formules de la puissance transformée en watts, en joules, watts par kilo, etc. Quels sont un peu les essentiels à connaître pour justement se dépatouiller avec toutes ces notions-là. Et le troisième sujet, sur les intensités élevées, intensité d'effort élevée, est-ce que c'est un réel danger? Voilà. Intensité. Donc, tu lances le sondage? Ouais, j'ai lancé le sondage, là, c'est vraiment du coude à coude. C'est 53-47, 56-44 là. Ah ben, tu as les réponses? Ben, en attendant, je réponds à la question de Laurie. Pour Oui. une évaluation chez le patient COVID long, quel serait le test idéal? Là, je ne sais pas, nous, on est impliqués dans le projet Recover. Est-ce qu'il y a un test idéal? Le COVID long, semble-t-il, même si on ne connaît pas beaucoup de choses, il semble y avoir
il semble y avoir une baisse de la condition physique, même si dans les faits, on ne le sait pas trop. La personne se sent plus essoufflée, mais pour être vraiment sûr, il aurait fallu faire une évaluation de tout le monde avant et de voir ceux qui ont COVID long après. Donc ça, on ne le sait pas trop dans les faits. Mais euh, dans les faits, n'importe quel test qui est valide pour une personne, qui est valide et adapté à une personne d'une condition, qui a la condition physique de ce patient-là ou de cette patiente-là qui a un COVID long, peut être adéquat. Je dirais, si il y a besoin, Laurie, d'une réponse plus longue, je reviendrai parce qu'il est déjà 19h08 et je veux pas, on va essayer d'être plus concis et d'essayer de faire ça en une demi-heure la plupart du temps. Donc du coup, je vais mettre fin au vote parce que tout le monde a participé. Donc le sujet, c'était au coude à coude. Le sujet qui a été choisi, c'est comment prescrire les intensités. Donc on verra du coup en découlant de quand on arrive à avoir une VO2 max ou des METs, comment est-ce qu'on va prescrire les intensités. C'est OK pour toi, Daniel? Pas de problème. Pas de problème. OK. Et puis les autres sujets, de toute manière, quand je vois l'intérêt qu'il y a même pour les deux autres, de toute manière, ça fera aussi des sujets d'autres fois. Et de toute manière, de plus en plus, là, on est sur des sujets larges. Et plus en plus, ben voilà, sur 30 minutes, on essaiera d'être vraiment très précis. Peut-être que ça intéressera un peu moins de monde, mais le but, c'est de répondre à tout le monde en étant très, très pointu sur certains sujets pour que vous puissiez vous dépatouiller un peu tout seul avec ce que vous avez sur vos secteurs, quoi, sur votre travail. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Daniel, merci à tous.